Bonjour, dans le cadre du cours Concepts et méthodes en épidémiologie, nous allons vous présenter un diaporama sur le diabète de type 2. Voici donc la présentation réalisée par Marie-Audrey Spain, Samira Tasli, Ziao Yuzu et Chelsea Rosen. Tout d'abord, nous commencerons par une courte définition de la maladie pour ensuite enchaîner avec les statistiques du diabète dans le monde et au Canada, la situation au niveau de la métropole montréalaise, le diabète et les politiques publiques en cours, un facteur de risque de la maladie ainsi qu'une étude associée, les mesures de prévention primaire et secondaire, le dépistage, les stratégies d'intervention, les traitements, ainsi que le rôle des malades dans la prise en charge de la maladie. Le diabète est un trouble métabolique qui survient lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour répondre aux besoins de l'organisme ou lorsque l'insuline produite n'est pas métabolisée de manière efficace. Dans ce cas, on parlera alors de la résistance à l'insuline. Les statistiques du diabète sont souvent sous-estimées. De nombreux cas restent inconnus faute de dépistage. Les chiffres sont loin de refléter l'incidence et la prévalence réelle, chose inquiétante, surtout que cette maladie chronique a d'importantes conséquences sur la santé humaine. Elle peut causer des complications majeures allant jusqu'au décès. Selon les données de l'OMS, pour 2017, plus de 1,6 million de décès en 2015 étaient dus au diabète et 2,2 millions de décès étaient attribuables à l'hyperglycémie. Les données démontrent pourquoi le diabète est considéré épidémique. En effet, elles démontrent aussi l'ampleur de cette maladie dans le monde et à quel point elle représente une problématique de santé publique très importante. Au Canada, le diabète de type 2 fait partie des maladies au taux d'incidence le plus élevé, avec 60 000 nouveaux cas diagnostiqués annuellement. Le fardeau économique qui s'y rattache est très élevé aussi. En 2015, la maladie a occasionné 14 milliards de dollars de dépenses. Les coûts projetés pour 2025 seraient de l'ordre de 17,4 milliards de dollars. L'augmentation estimée des coûts entre 2015 et 2025 frôle les 25 %. Les hospitalisations dues au diabète et à ses complications sont proportionnelles à l'ampleur du problème. Durant l'année 2014-2015 au Québec, l'Institut national de santé publique dénombrait 600 000 diabétiques seulement dans la province. D'après Diabète Québec, 10 % des Canadiens sont atteints du diabète et 90 % d'entre eux souffrent du type 2. De plus, 3 personnes sur 10 ignorent qu'elles sont atteintes de la maladie. Entre 2000-2001 et 2011-2012, la prévalence de la maladie aurait fait un bond de 70 % à Montréal. 138 000 Montréalais de 20 ans inclus étaient diabétiques en 2011-2012, avec une prévalence plus élevée chez les hommes, soit 9,9 %, que chez les femmes, avec 8,7 %. Le vieillissement de la population et l'amélioration du dépistage et de la qualité de vie des diabétiques qui vivent mieux et plus longtemps avec la maladie pourraient expliquer en partie l'augmentation observée. À Montréal, la prévalence du diabète ajusté selon l'âge aurait connu une progression de 54 % entre 2000-2001 et 2011-2012. Mais son incidence semble rester stable avec un peu plus de 10 000 nouveaux cas recensés annuellement. En effet, les facteurs de risque menant au développement du diabète sont plus accentués au sein de la population de la métropole montréalaise comparativement au reste du Québec. Ils sont souvent liés au statut socio-économique défavorisé des individus. Pauvreté, insécurité alimentaire, malnutrition, mauvais choix alimentaires, obésité sont autant de facteurs favorisant le diabète dans cette ville. En 2011-2012,
la mortalité des diabétiques montréalais était de 14% versus 7% pour les non-diabétiques. Le Programme national de santé publique 2015-2025 inscrit le diabète au centre de ses axes d'intervention futurs à cause du stade épidémique qu'il a atteint. Ces stratégies visent la création d'environnements sécuritaires et l'adoption d'un mode de vie sain pour la prévention des maladies chroniques. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, aidé par ses partenaires, dont l'Institut national de santé publique du Québec, met à la disposition des diabétiques des structures et des programmes leur permettant de mieux vivre avec leurs conditions. Les malades bénéficient d'ateliers gratuits d'autogestion du diabète visant leur responsabilisation vis-à-vis de la maladie et aux soins requis. Les malades sont soutenus dans l'apprentissage de la prise en charge de la maladie par des équipes multidisciplinaires comptant médecins, diététistes, nutritionnistes, infirmières et pharmaciens. Ces derniers leur proposent des stratégies efficaces adaptées à chaque cas. Les ateliers mettent l'accent sur l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie, soit par exemple l'alimentation saine et l'activité physique, afin d'optimiser le traitement médical. On y traite des sujets tels que la gestion des jours de maladie, les urgences hyperglycémiques, les voyages et les complications. Les malades bénéficient de services d'animation de groupe, de consultations individuelles et de matériel éducatif. La métropole montréalaise et ses régions sont dotées de nombreux centres régionaux du diabète et cliniques du diabète. On peut citer la clinique de l'Institut de cardiologie de Montréal, la clinique d'endocrinologie et diabétologie de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, la clinique universitaire de nutrition de l'Université de Montréal et la clinique d'endocrinologie et de métabolisme du Centre universitaire de santé McGill. Il existe de nombreux facteurs de risque d'apparition du diabète modifiables ou non modifiables. Le facteur de risque le plus important pour l'apparition du diabète de type 2 est l'obésité. Il s'agit d'un facteur de risque modifiable puisque les interventions peuvent l'empêcher. L'obésité est extrêmement importante à considérer puisqu'elle est en hausse constante et en l'empêchant, nous pouvons prévenir le développement de cette maladie chronique. Le diabète de type 2 touche en effet environ 370 millions de personnes dans le monde. Comme l'obésité est connue pour être un facteur de risque important du diabète, plusieurs études examinent si les personnes obèses, en bonne santé métabolique, sont également plus à risque de développer cette maladie. L'obésité métaboliquement saine est définie comme étant un IMC supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré, une hypertension diminuée, une altération du contrôle glycémique, une inflammation systémique, une lipoprotéine de haute densité, du cholestérol et des triglycérides indésirables. On observe que le risque relatif d'obésité saine était supérieur à 1 dans la plupart des études, ce qui indique un risque accru de diabète. Les adultes qui sont métaboliquement obèses sont beaucoup plus à risque de développer cette maladie chronique que les adultes qui sont en bonne santé métabolique avec un poids normal. Près d'un tiers des adultes obèses sont considérés comme étant en bonne santé métabolique. Pour faire suite, nous avons regardé une étude sur les risques de diabète de type 2 chez les adultes obèses métaboliquement sains. Cette étude a pris les données existantes sur les risques de diabète de type 2 pour les adultes obèses métaboliquement sains dans une méta-analyse de 7 études réalisées précédemment, ainsi que les données originales au niveau individuel d'un échantillon d'adultes en Angleterre par le biais de l'ELSA, England Longitudinal Study of Aging. ELSA est une étude de cohorte actuelle d'hommes et de femmes d'Angleterre nés avant le 29 février 1952. Dans cette étude, l'infirmière a fait le suivi des mesures du poids et de la taille, de la tension artérielle,
des échantillons de sang et de l'indice de masse corporelle, soit l'IMC. Le poids normal est classé comme un IMC inférieur à 25 kg par mètre carré. Le surpoids, comme un IMC étant situé entre 25 et 30 kg par mètre carré, et l'obésité, classée selon un IMC égal ou supérieur à 30 kg par mètre carré. Pour analyser les résultats de l'ELSA, des modèles de risque proportionnels de Cox ont été utilisés pour calculer les ratios de risque avec des intervalles de confiance à 95% pour l'association de l'obésité et de la santé métabolique. L'étude a révélé que les personnes obèses en bonne santé métabolique avaient un indice de masse corporelle inférieur à celui des personnes obèses en mauvaise santé. Au cours d'un suivi de 6 ans, 138 cas de diabète ont été observés. Les résultats indiquent que les personnes obèses en mauvaise santé courent un risque beaucoup plus élevé de développer le diabète que les personnes obèses en bonne santé métabolique. De plus, les personnes en surpoids et les personnes ayant un poids normal avec un métabolisme efficient étaient également considérées comme ayant un risque plus élevé de diabète que les personnes ayant un poids normal métaboliquement sain. On a aussi constaté que les participants obèses mais en bonne santé étaient malgré tout à risque de diabète. Le risque relatif de 4,03 indique que les personnes obèses considérées en bonne santé sont 4 fois plus à risque de développer un diabète de type 2 que leurs homologues de poids normal. Cependant, les obèses en bonne santé courent la moitié moins de risques que le groupe obèse malsain pour le développement de la maladie. En effet, les personnes obèses qui sont considérées comme étant en bonne santé sont souvent moins exposées au diabète de type 2 que les groupes métaboliquement malsains. Par exemple, dans notre analyse de l'ELSA, l'obésité saine a démontré un risque de 8,6 fois plus élevé de développer le diabète. Les personnes ayant un poids normal malsain présentaient un risque plus élevé à 9,9 après ajustement pour tenir compte de certaines covariables socio-économiques de santé et de comportement. Tout ceci indique que toutes les formes d'obésité sont alors un facteur de risque de la maladie. Les personnes obèses en bonne santé métabolique peuvent être moins à risque de développer le diabète que leurs homologues en bonne santé de poids normal, mais elles sont quand même beaucoup plus susceptibles de développer le diabète de type 2 que les personnes en mauvaise santé et en surpoids. L'association entre les habitudes de vie et le diabète de type 2 est bien établie. La prévention primaire vise la population générale et aussi les jeunes et met l'accent sur l'activité physique et de l'alimentation saine. L'enseignement et l'éducation jouent aussi un rôle important dans ce type de prévention. Cependant, dans les prochaines diapositives, nous allons nous concentrer sur l'adoption de saines habitudes de vie et la pratique de l'activité physique. Plusieurs actions concrètes de prévention primaire se multiplient dans la société, comme l'appel à la surtaxation des boissons à haute teneur en sucre, la lutte contre la malbouffe dans les cafétérias des écoles, la promotion de la nutrition saine et l'encouragement de la pratique de l'activité physique. De l'information pertinente sur le sujet est mise à la disposition de la population par les instances gouvernementales via plusieurs sites Internet, des ateliers, des conférences, des brochures et des dépliants. Cette intervention promote aussi la connaissance et l'autogestion de la maladie. Le but principal de la prévention secondaire est de minimiser l'impact de la maladie. Le diabète est une maladie qui se développe lentement et il est difficile de la détecter précocement. Certaines personnes ne sont que diagnostiquées qu'au moment de l'apparition de complications très graves. Il est important de dépister le plus tôt possible. Parmi les différents tests de dépistage, la glycémie veineuse plasmatique à jeun est actuellement le premier choix. Le test oral de tolérance au glucose ne devrait plus être utilisé de routine.
Le test de la glycémie du sang reste le meilleur test de dépistage et il permet la prévention secondaire du diabète. Ce test est fait en prélevant du sang veineux chez les patients à jeun depuis 12 heures et par la suite, nous pouvons tester la concentration de sucre dans le sang. Voici un bref aperçu des seuils et des valeurs de la glycémie ainsi que des indications associées. Si par exemple la glycémie est inférieure à 6 mmol par litre, on peut dire que la glycémie est normale, que le patient n'a ni diabète ni prédiabète. Un nouveau test de dépistage sera alors conseillé dans les 3 prochaines années. Si la glycémie est entre 6 et 6,9 mmol par litre, le patient est considéré comme étant atteint du prédiabète. Un test est alors recommandé après 1 an. Si la glycémie est située entre 7 et 11 mmol par litre, un second test est nécessaire pour confirmer le diabète. C'est le test de l'hémoglobine glyquée, soit un test sérologique qui permettra de confirmer le diagnostic. Pour tous les cas qui ont une glycémie prise de façon aléatoire et supérieure à 11 mmol par litre, le diabète sera aussi confirmé. Voici un tableau qui représente les résultats de tests de glycémie permettant de poser un diagnostic de prédiabète ou de diabète. En effet, le prédiabète est un signe d'alarme car il augmente le risque d'avoir un diabète de type 2 confirmé. Cependant, une personne prédiabétique peut éviter l'évolution de la maladie en adoptant des modes de vie sains et en prenant de la médication à cet effet. Parmi les stratégies concernant l'intervention, on note l'adoption d'un mode de vie plus sain basé sur une alimentation équilibrée répondant aux besoins spécifiques du malade et la pratique d'un exercice physique régulier. Cette intervention peut être une approche de prévention primaire, comme elle peut être aussi associée au traitement thérapeutique dans une intervention secondaire ou tertiaire. La metformine est une médication qui peut être utilisée lorsque le diagnostic de diabète est confirmé. Si l'hémoglobine glyquée est supérieure à 8,5 %, une pharmacothérapie anti-hyperglycémiante, qui est l'association de 2 médicaments, pourrait aussi être utilisée, comme par exemple mélanger la metformine avec de l'insuline injectable. Mais il existe plusieurs autres médicaments qui sont disponibles pour contrôler la glycémie, réduire les effets secondaires et prévenir les complications de la maladie. Le type et le dosage du médicament prescrit aux diabétiques doit être personnalisé. L'insuline injectable est favorisée pour les patients symptomatiques avec une décompensation métabolique. Il est à noter que les médicaments ne remplacent jamais un plan d'alimentation équilibré et une pratique régulière de l'activité physique, mais ils s'ajoutent au plan de traitement du patient. En guise de conclusion, plusieurs modifications des habitudes de vie peuvent permettre de prévenir ou de diminuer les impacts négatifs du diabète de type 2. Manger sainement, pratiquer une activité physique de façon régulière, maintenir un poids santé, limiter les facteurs de stress et éviter ou limiter la consommation de tabac et d'alcool en sont que quelques exemples. Une fois la maladie confirmée, il est important de faire un suivi constant et minutieux de sa glycémie car les mesures de celle-ci seront déterminantes dans l'ajustement de la médication par le médecin. La compliance au traitement est d'autant plus importante puisque les conséquences et les complications de la maladie ne sont pas négligeables. Merci beaucoup de votre attention et en espérant que cette présentation vous aura informé convenablement sur l'importance de considérer le diabète de type 2 dans les problématiques de santé publique actuelles et primordiales, et ce, au niveau mondial.